Bon, je crois qu'on est complet. C'est sympa de voir autant de gens qui s'intéressent encore à Java. Enfin, j'espère que vous êtes tous là pour Java, parce qu'on va parler de Java. En tout cas, de l'avant-dernière et de la dernière version de Java publiée, Java 19 et 20. Parce que Java poursuit son évolution, toujours sur ce rythme de release de 6 mois. Donc tous les 6 mois, il y a une nouvelle version Java, majeure de Java. Alors je les ai un peu couplés, Java 19 et 20, on verra pourquoi tout à l'heure. Elles ont été publiées en septembre de l'année dernière, au mois de mars de cette année. Les versions majeures de Java sont encore les rares choses qui font l'objet d'une JSR, donc une JSR dédiée, la 394 et 395 respectivement. Une implémentation de référence, évidemment, puisqu'une JSR, c'est OpenJDK. Et puis, comme c'est des versions non LTS, on n'aura des patchs que pendant 6 mois, généralement on n'en a que 2. Et puis, bien sûr, comme c'est sur un rythme de 6 mois, on a un nombre de JEP restreint, et là, il est vraiment assez faible, puisqu'on en a 7 qui sont respectivement proposés dans ces 2 versions. Et si on regarde ces 7, elles sont quasiment toutes pour une première ou une énième version en preview ou en incubator. On va les détailler, mais on a des choses concernant la syntaxe, des choses concernant les accès, la programmation parallèle et concurrente, et puis des choses qui sont un petit peu plus relatives à la manipulation de choses natives, notamment mémoire et puis utilisation des instructions SIMD au travers de l'API Vector. Et puis on a quand même une JEP qui n'est ni en preview ni en incubator. C'est un nouveau portage du JDK. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Alors je suis Jean-Michel Doudou, je suis Senior Tech Lead chez Siam. J'écris depuis presque un quart de siècle. Faites pas ça à chaque fois, je ne tiendrai pas le délai sinon. Donc j'écris des choses, il y a à peu près 4000 pages, plus de 4000 pages actuellement sur un didacticiel, plus tout un tas d'autres choses, ce qui fait que j'ai été élu Java champion il y a déjà quelques temps. Alors de quoi on va parler? Souvent quand on regarde les nouvelles versions de Java, on s'intéresse aux JEP, on va s'intéresser aux 7 qui nous sont proposés, issus de 3 projets qui incubent des choses sur certaines thématiques, le projet Amber, le projet Panama et le projet Loom. Et puis quelque chose moi, qui me tient aussi beaucoup à cœur, c'est qu'au-delà de simplement regarder les JEP, dans toute nouvelle version de Java, il y a aussi d'autres évolutions. Alors même si elles peuvent être considérées pas forcément comme aussi importantes que les autres, il y a quand même des choses un petit peu sympas. Alors j'ai dû faire une sélection parce que malheureusement j'ai que 45 minutes, mais on en regardera quelques-unes qui sont un peu sympas. Alors on va s'intéresser d'abord au projet Amber. Alors, le projet Amber, on en a déjà eu beaucoup de choses qui nous ont été proposées dans les versions précédentes de Java. Ça concerne essentiellement la syntaxe. Et là, on a 2 JEP qui concernent plus particulièrement le pattern matching. Alors, on a un nouveau pattern, les record patterns. Alors, historiquement, comme un record est une classe, on peut utiliser le type pattern dans du pattern matching, ça ne pose aucun problème. Faire ce genre de choses. Mais là, ce qui nous est proposé avec les record patterns, c'est de nous permettre d'avoir une déconstruction des records et donc d'avoir automatiquement généré par le compilateur un accès direct aux variables des différents composants du record. Ce qui va nous faciliter en fait l'accès aux différentes valeurs des composants d'un record sans avoir à effectivement invoquer ici les getters. Alors, ça se fait assez simplement. Le pattern, c'est simplement le type, entre parenthèses, le type et le nom de variable. Et du coup, les 2 exemples sont équivalents. On peut directement accéder aux variables dont la valeur sera valorisée avec l'accès au getter du record. Tout ça est fait par le compilateur. C'est en preview depuis Java 19 et ça a été mis pour une seconde preview en Java 20. Alors en Java 19, on pouvait l'utiliser dans 2 instructions, instance of et switch, même si en switch c'est en preview, je reviendrai dessus tout à l'heure. Mais ce qui va être intéressant, c'est que dans un switch, on peut combiner. Dans le pattern matching, on peut avoir des cases avec un type pattern ou des cases avec un record pattern, ça marche très très bien. Ici dans l'exemple, on fait un type pattern sur le type employé et on a un record pattern sur le type grade. En Java 20, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'utiliser avec une 3e instruction, les boucles for améliorées. Donc si les éléments sur lesquels on va itérer un itérable ou un tableau sont des records, et bien maintenant on peut faire ça. On a ici notre record pattern qu'on peut directement utiliser dans
notre for amélioré, et on peut directement utiliser, pareil, les variables sont valorisées, on peut directement avoir un accès aux différents composants du record de chacune des instances. Avec quand même une petite particularité, c'est si jamais un des éléments parcourus est nul, on a une exception de type match exception qui est levée. Ce qui est intéressant, c'est que dans le nom des variables qu'on donne, on n'a pas l'obligation de garder le même nom. Ce qui va être important, c'est que le type et l'ordre des paramètres soient respectés. Après, le nom des variables, il est libre. Je n'ai pas envie qu'on discute de l'intérêt d'avoir un nom de variable aussi court, mais ici, on peut simplement mettre n et p. Faites pas ça, c'est pas bien. Mais ça marche. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a la possibilité d'utiliser l'inférence de type. En clair, comme c'est des variables locales, on peut utiliser l'instruction var. Ça nous évite d'avoir le type, le compilateur va l'inférer. Au niveau de Java 19, on avait la possibilité de définir une variable incluse à la fin du pattern. Dans les spécifications, ils appellent ça un record pattern nommé. Vous avez un exemple ici. J'insiste pas, en Java 20, cette fonctionnalité a été retirée. Ça a amené un petit peu de la confusion dans la syntaxe, donc en Java 20, ça a été retiré. Quelque chose qui est intéressant, c'est que les record patterns, ils peuvent être imbriqués. Là, on a vu un exemple simple où on était directement sur un record. Là, on va avoir deux records, un record grade, un record employé, et en fait, un des composants du record employé est du type du record grade. Une fois qu'on a fait ça, on crée une instance, et ici, on va pouvoir imbriquer ici le pattern matching, définir des variables et pouvoir exploiter de nouveau ces variables. Et là, ça commence à donner des choses qui pourront être assez sympas. Attention à une chose, la valeur nulle dans un switch ne correspond à aucun record pattern. Quelques petits trucs aussi, si on applique les record patterns sur un record qui est générique, ou sur un type de record qui est générique, vous avez un petit exemple ici avec un record mono. Et alors c'est plus pour l'exemple, pour vous montrer que ça peut se faire de manière imbriquée. Je définis un mono de mono sur un type string et j'en crée une instance. En Java 19, on ne pouvait pas faire de description sur le type brut. Ça veut dire qu'on était obligé de repréciser le type d'argument du générique. Donc on était obligé ici de redéfinir explicitement qu'on a un mono de string. À partir de Java 20, il y a un support de l'inférence par le compilateur, ce qui simplifie quand même la syntaxe, puisque maintenant, ça compile très bien, alors que ça ne compilait pas du tout en Java 19. En parallèle de ça, on a une deuxième JEP qui concerne la syntaxe, toujours en preview, sur le pattern matching dans un switch. Ça a été introduit en Java 17, donc ce qui fait qu'actuellement en Java 20, c'est la 4e preview qu'on a de cette fonctionnalité. L'idée, c'est de permettre la mise en œuvre du pattern matching dans l'instruction switch, avec un petit complément, c'est que, contrairement à ce qui se faisait de manière historique, on a un support de la valeur nulle dans les cases. Ce n'était pas le cas avant, dans les switches un peu historiques qu'on avait. Et bien maintenant, on a aussi la possibilité d'avoir un case nul. On verra qu'il y a quelques petites évolutions là-dessus. Alors un exemple ici, en Java 18, on nous passe un objet, on veut renvoyer un libellé. Alors on a plusieurs patterns ici. On a un type pattern simple. Si mon objet est de type terrain, je renvoie petit terrain. Si je renvoie nul, si la valeur est nulle, je renvoie une instance nulle. Et puis ici, on a un autre pattern qui existait déjà précédemment, c'est un guarded pattern, qui va associer un type pattern et une condition supplémentaire. Prêtez attention au fait que l'ordre ici est important. Il faut toujours que les éléments les plus sélectifs soient en premier, sinon vous avez une erreur de compilation. Remarquez aussi qu'en Java 18, le guarded pattern utilisait un opérateur WE commercial. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en Java 19, il y a deux évolutions. Et la première, c'est que l'opérateur WE commercial est remplacé par un nouveau mot-clé contextuel when. Ce qui fait que l'exemple précédent, maintenant, ici on remplace les WE commercial par un when, essentiellement pour éviter les confusions si on a de nouveau un e commercial dans la condition. Et puis, quelque chose qui a été rajouté en Java 19, c'est que la syntaxe, la sémantique d'exécution d'un switch avec le pattern matching, lorsqu'on va avoir une valeur nulle et que le cas nul n'est pas géré explicitement, est beaucoup plus proche de ce que faisait le switch historique. Pour illustrer ça, ici, on a un petit exemple. Je définis une chaîne de caractères, elle est nulle, je fais un switch dessus, et je fais simplement un type pattern pour dire, OK, si le type de ma variable est string, alors j'affiche
traitement chaîne, et puis j'affiche la taille de la chaîne. Donc à un moment donné, ici, on va invoquer une méthode sur une valeur qui potentiellement, enfin qui est nulle. C'est pas potentiellement, là, elle est nulle. En Java 18, si on compile ça et qu'on l'exécute, on avait une exception au moment de l'invocation de la méthode length. Forcément, on a une instance nulle, on invoque une méthode sur une instance nulle. On a notre classique NPE. Ça, c'était le comportement jusqu'en Java 18. En Java 19, en fait, si je recompile l'exemple sans le toucher et que je l'exécute, on a un null pointer exception qui est levé beaucoup plus précocement dès l'invocation du switch. Ça, cette exception ne sera levée que si il n'y a pas de case nul qui est géré dans l'ensemble des cas du switch. En Java 20, elle apporte deux évolutions par rapport à cette fonctionnalité. La première, c'est que lorsque l'exhaustivité des cas d'un switch n'est pas satisfaite, ça peut par exemple être le cas si on a un type scellé et qu'on a rajouté un nouveau type ou une énumération. Alors vous allez me dire, dans ce cas-là, le compilateur il nous lève une erreur de compile. Là, ça va être au runtime. Il se peut que, par exemple, vous n'ayez pas recompilé, vous ayez rajouté un élément dans la hiérarchie des types scellés ou rajouté un élément dans l'énumération, et que vous n'ayez pas recompilé la classe qui fait un switch dessus. Historiquement, en Java 19, on avait une incompatible classe change error. À partir de Java 20, on a une match exception. Et puis la dernière chose, c'est qu'il y a un support, comme on l'a vu tout à l'heure, de l'inférence de type pour les arguments sur des record patterns, sur des types record avec des génériques. C'est tout ce qu'on a concernant la syntaxe. Au niveau des fonctionnalités du projet Panama, le projet Panama il concerne plutôt des interactions avec le système. On a particulièrement deux fonctionnalités qui nous sont proposées déjà depuis un moment en incubation et maintenant en preview, on verra. Foreign and Function and Memory API et Vector API. Si on regarde d'abord cette première API, Foreign Function and Memory API, c'est une API d'assez bas niveau qui va nous permettre d'interagir à deux niveaux, invoquer du code natif et accéder à de la mémoire off-heap de manière simple, sûre et efficace. On avait des choses, je vais revenir dessus historiquement, mais qui avaient un certain nombre de défauts. L'idée de cette API, c'est de nous proposer quelque chose pour nous faciliter tout ça et surtout de le faire de manière sûre et efficace. Alors historiquement, c'est la fusion de deux JEP qui étaient précédemment en incubation, Foreign Memory Access API et Foreign Linker API, introduites respectivement en Java 14 et Java 16. Et en fait, elles sont assez imbriquées, ces fonctionnalités. Essentiellement pourquoi? Parce que dès qu'on va vouloir accéder à des fonctionnalités natives, on va avoir besoin de définir des objets ou d'accéder à des objets qui seront généralement en off-heap. Donc ils ont fusionné ces deux JEP pour n'en faire plus qu'une. Et du coup, cette fusion, elle nous a été proposée en incubation en Java 17, en Java 18, et puis on a deux nouvelles incubations en Java 19 et 20. Sachant qu'en Java 19 et 20, il y a eu quelque chose d'assez particulier. La fonctionnalité est passée de incubation à preview. Alors ça a au moins un premier impact, c'est que des fonctionnalités qui sont en incubation, elles sont forcément dans un module qui est préfixé par JDK Incubator, et les packages sont aussi préfixés par JDK Incubator. Ça veut dire que quand cette fonctionnalité-là redeviendra standard, il y avait un petit peu de refactoring. Là, en Java 19 et en Java 20, ça nous est reproposé en preview. Alors pour ceux qui, comme moi, regardent un petit peu au fur et à mesure, il y a déjà eu un gros refactoring à faire parce que maintenant, cette API est dans le module Java base. Donc si vous aviez des exemples qui étaient fonctionnels en Java 17 et 18, en 19 et en 20, ça ne fonctionne plus à cause de ce changement. L'API n'est plus en incubation, elle est en preview. Et puis, si vous suivez un petit peu cette API, elle bouge beaucoup. À chaque version où on nous est proposé, en incubation ou en preview, il y a pas mal de choses qui changent dedans. Moi, je prends toujours un peu le même exemple. À chaque fois, je suis obligé un petit peu de le remodifier et de l'adapter en fonction des évolutions qui sont faites. Alors, c'est une API de bas niveau qui va nous permettre deux choses, donc d'accéder à des données hors mémoire, hors du heap, donc de la mémoire off-heap, de manière sûre et performante. Alors, on avait déjà des choses pour le faire historiquement, notamment des byte buffers, qui étaient sûrs, mais pas très performants, où on pouvait utiliser Misconsafe, même si c'est mal, et c'est mal parce que c'est une fonctionnalité non standard. Donc là, maintenant, on va avoir une fonctionnalité standard au travers de cette API pour réaliser ce genre de choses. Et puis, elle va nous permettre d'invoquer du code natif. Ça pourrait être une alternative pour ceux qui ont déjà utilisé JNI, ça pourrait être une alternative, une fois qu'elle sera standard, à JNI, qui est quand même une API qui date depuis Java 1.1. Qui a fait du JNI? Ah ouais, quand même. Qui en garde un bon souvenir?
Ah, il n'y a plus aucune main là. OK. Alors, je ne sais pas si ça va vous rassurer, mais il y a un petit exemple ici que je vous propose. Donc, c'est sous Windows, histoire d'avoir quelque chose d'un peu joli à montrer, un peu graphique. On va invoquer en fait une fonction MessageBox-A, qui est une boîte de dialogue standard sous Windows. On va d'abord charger une librairie, ici la user32. On doit utiliser un objet lookup pour trouver en fait la fonction qu'on souhaite invoquer, ici MessageBox-A. On doit faire un mapping ici avec les différents paramètres pour obtenir une fonction descriptor. Ça, c'est quelque chose qui, à terme, pourra peut-être être automatisé avec un outil, mais pour l'instant, il faut le faire manuellement. On doit créer quelque chose de type linker, une instance de type linker qui, en fait, va assurer le mapping entre certaines fonctionnalités. Par exemple, que vous aurez une string Java, il faut la convertir en string C. Le format n'est pas du tout le même. Donc, on a des besoins de faire des conversions dans un sens ou dans l'autre. Et puis, si vous prêtez un petit peu attention, on va obtenir, et c'est au travers de cet objet qu'on va invoquer la méthode, un méthode handle. Donc, il va être une représentation côté Java de la fonction en C qu'on souhaite invoquer. Une fois qu'on a fait ça, effectivement, alors ici, c'est un petit exemple avec de la manipulation de données en off-heap. On va devoir convertir en fait les chaînes Java dans une représentation C, ici en UTF-8. On a des fonctionnalités pour ça. Et puis enfin, on peut invoquer, on a différentes méthodes, au travers du méthode handle, d'invoquer la fonctionnalité. Si j'exécute ce code, ça affiche ça. Alors pour ceux qui connaissent, vous allez me dire, oui, bon, ça, avec Swing, on peut faire ça en une ligne de code. Ouais, mais là, c'est du code natif. Deuxième API qui nous est proposée, toujours en incubateur, l'API Vector. Là, l'idée, c'est de nous permettre d'utiliser, si le CPU le supporte, des instructions SIMD pour faire du calcul vectoriel. Alors d'aujourd'hui, il y a essentiellement deux processeurs qui sont supportés, les x64 et les ARM 64. Et là, l'idée, ça va être de dire, OK, on va pouvoir exploiter ces instructions SIMD, donc Single Instruction Multiple Data. L'idée, c'est d'être capable de traiter en parallèle des tableaux de données, de faire des opérations dessus assez simples, tout ça sans utiliser des threads. Alors évidemment, ça ne marche que sur des CPU multicœurs, mais on a ce genre de choses qui vont nous permettre, dans certains cas, assez souvent, d'obtenir de meilleures performances sur le traitement des données quand on va vouloir manipuler des données dans des tableaux. Et en fait, les données qui vont être traitées vont se faire sur un seul cycle CPU, c'est-à-dire qu'on va être capable, en fonction de ce que le CPU sait traiter en termes de taille de données, de traiter en une seule opération CPU plusieurs données et d'appliquer des traitements. C'est en incubation depuis un petit moment, puisque c'est depuis Java 16 que ça a commencé. Comme ça, en incubation, c'est dans un module dédié, JDK Incubator Vector. C'est une API d'assez bas niveau, elle est plutôt verbeuse. Et forcément, comme ça dépend un petit peu du CPU et de l'architecture qu'on va utiliser, elle est quand même assez partiellement, pour certaines parties, dépendante du CPU, même si l'API essaye de nous abstraire un petit peu de tout ça, elle ne peut pas s'en défaire complètement. Mais ce qui va être intéressant, c'est qu'encore une fois, si on utilise ce code, les performances pourront être bien meilleures. Alors vous avez un petit exemple ici de calcul scalaire. On met au carré les éléments correspondants d'un premier tableau et on soustrait la valeur du deuxième tableau au carré. Alors évidemment, en scalaire, ça se lie assez bien, du moment où on sait ce que c'est qu'une boucle et un tableau. L'équivalent, et encore, c'est une version assez simplifiée parce que je n'utilise pas les masques. Vous l'avez ici avec l'API Vector. Alors on voit qu'il y a un certain nombre de choses qui sont assez spécifiques à l'API, notamment le Spaces, qui permet de déterminer la taille des objets et le nombre d'objets qu'on va pouvoir manipuler. Il faut convertir les tableaux ici de float en float vector. Et puis on fait une boucle. Alors le problème de SIMD, c'est qu'il doit traiter des lots complets. Et après, c'est à nous à gérer manuellement les éléments qui pourraient rester par rapport aux éléments qui pouvaient être traités par bloc. Raison pour laquelle ici, c'est une version simple, mais on retrouve une petite boucle. Alors vous allez me dire, ce code-là, il est quand même vachement plus compliqué que le code d'à côté. On est d'accord avec ça? Mais ça sera plus performant, surtout si le tableau est de grande taille. Le dernier gros morceau qui nous est offert par le projet Loom, c'est des choses qui vont avoir attrait à la programmation parallèle et concurrente. Et là, on a beaucoup de choses parce qu'on a 3 JEP, les threads virtuels dont on entend beaucoup parler.
la concurrence structurée et les scope values qui nous ont été introduites en Java 20. Alors les threads virtuels, on entend beaucoup parler. Historiquement, Java, en fait, il mappe un thread. Dès qu'on démarre un thread, et c'est assez facile en Java, on le mappe automatiquement sur un thread de l'OS. Et ça, c'est comme ça depuis Java 1.0. Alors c'est intéressant parce que du coup, la JVM, elle n'a pas à gérer un certain nombre de choses que l'OS gère bien, comme l'ordonnancement, comme le switch de contexte. Ça, c'est plutôt cool. Mais c'est un modèle qui n'est pas optimal. Qui n'est pas optimal parce que chaque thread est assez coûteux à créer et consomme beaucoup de ressources, notamment au travers de la pile, avec une taille par défaut, généralement de 4 mégas. Et du coup, ça limite un petit peu le nombre de threads qu'on peut être capable de lancer sur une même machine. Alors évidemment, ça dépend complètement de la machine, notamment de la mémoire sur cette machine, mais on limite le nombre de threads qu'on peut démarrer. Or, actuellement, pour exploiter un petit peu la puissance, et puis parce qu'on fait quand même beaucoup d'échanges, notamment sur le réseau, avec l'informatique distribuée, des choses comme ça, on a tendance à créer de plus en plus de threads. Et finalement, quand on fait des échanges de l'IO, on se rend compte que ces threads, ils passent beaucoup de temps à attendre. Donc ça nous coûte très cher en ressources, pour simplement attendre généralement la fin d'une opération bloquante ou de plusieurs opérations bloquantes. L'idée des virtual threads, c'est de nous introduire un nouveau type de thread, des threads virtuels. C'est en preview depuis Java 19 et une seconde preview en Java 20. Alors on va considérer que c'est des threads dits légers. Pourquoi? Parce que ils vont être gérés par la JVM et par le JDK, par certaines classes du JDK. Et l'idée, c'est de ne plus avoir un lien 1-1 entre un thread virtuel et un thread de l'OS, mais d'avoir plutôt un lien MN. Pour ceux qui ont connu, historiquement, on avait eu les green threads il y a longtemps, mais c'était un lien 1M. Là, avec les virtual threads, on va avoir un lien MN. Et l'idée, c'est de se dire que quand on va avoir du traitement qui s'exécute sur un thread virtuel, bien sûr, quand il va avoir besoin de CPU, il va s'appuyer sur un thread porteur. Et quand on va avoir une opération bloquante, en fait, le code du JDK a été réécrit pour que l'invocation se fasse en asynchrone, et ça va libérer le thread. Alors, plusieurs objectifs quand même sur ces threads virtuels. La première, c'est de conserver le style un thread par requête. Donc d'avoir toujours, voilà, je veux traiter une requête, je vais lancer un thread. Sauf que ce thread, il sera beaucoup moins coûteux à créer, ce sera beaucoup plus facile. Et puis, bien sûr, il y aura une meilleure utilisation des ressources. L'idée aussi, c'est d'avoir une certaine adoption du code existant. Et pour ça, en fait, les threads virtuels héritent de threads. Donc là, on n'a pas un nouvel objet, on a simplement une classe phi. Et puis, c'est aussi de pouvoir profiter, même si parfois, ce n'est pas toujours évident, parce que des threads virtuels, on peut en lancer vraiment beaucoup, c'est quand même de pouvoir s'appuyer sur les outils de débugage, de profiling existants. Donc l'idée, c'est vraiment, voilà, j'ai un thread virtuel, je lance du code. Ce code, s'il requiert de la CPU, il s'appuie sur un thread porteur. Et dès qu'une opération bloquante va arriver, en fait, le JDK, le code a été complètement réécrit. Si vous regardez le commit principal qui a été pushé pour cette fonctionnalité-là, il y a énormément de choses, même si beaucoup de choses nous avaient déjà été proposées en préambule, en prérequis. Et donc, on a ce lien MN. Et donc, l'idée, c'est de dire, OK, une fois qu'un thread virtuel doit exécuter une opération bloquante, cette opération bloquante est effectuée en asynchrone et ça libère le thread porteur, le thread de l'OS. Il y a un pool dédié pour ça. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est que le thread porteur va être utilisé pour traiter, utiliser de la CPU pour d'autres threads virtuels. Et toute la JVM, ce qu'elle fait, elle stocke l'état du heap, de la stack dans le heap. Et à un moment donné, quand l'opération bloquante va se terminer, va revenir, un thread porteur de l'OS va être choisi et va continuer l'exécution des traitements. Donc restaurer la pile et continuer. Sachant que ce thread porteur, ce thread de l'OS, il peut être différent de celui qui a réalisé la tâche avant l'exécution de l'opération bloquante. Alors c'est un mécanisme qui est transparent pour nous, côté développeur, qui a nécessité beaucoup de modifications. Si ça vous intéresse, ça s'appuie sur des objets continuation et continuation scope dans les API du JDK. Alors si on veut créer un thread virtuel, on n'a pas de constructeur public, on a quelque chose de simple, on a une méthode startVirtualThread qui a été rajoutée dans la classe thread, qui nous permet de déparer un nouveau thread virtuel qui va exécuter le runnable qu'on passe en paramètres. On a ici quelque chose de très simple. On définit ici un runnable et on demande son exécution. Ou alors, maintenant, on a une interface scellée, Thread Builder, qui propose deux interfaces phi, off virtual et off platform, qui nous permettent respectivement d'obtenir un thread virtuel ou un thread de la plateforme. Et on a deux fabriques, thread.offVirtual et thread.offPlatform, qui nous permettent d'obtenir ce builder.
Vous avez un petit exemple ici, rien de transcendant. Et puis comme ça hérite de thread, on retrouve les méthodes classiques qu'on a dans thread qui sont utilisables. Alors, quelques petites choses sur l'utilisation. On avait un peu l'habitude de mettre les threads, parce que c'était très coûteux, dans des pools. Les threads virtuels, il n'y a aucun intérêt à les mettre dans un pool de threads. Ils ont un faible coût de création, donc on peut les créer à la volée sans problème. Donc l'idée, c'est de ne surtout pas mettre des threads virtuels dans un pool. Et puis on a quand même plusieurs restrictions sur leur utilisation. La première, c'est que c'est obligatoirement des threads démons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une méthode main, que cette méthode main ne fait que lancer des threads virtuels, qu'est-ce qui va se passer? La JVM va s'arrêter, puisque la règle par défaut, la condition d'arrêt par défaut d'une JVM, c'est que tous les threads non démons soient arrêtés. Donc attention à ça. La priorité, on ne la gère pas, elle est forcée à normal priority. Les méthodes stop, resume et suspend lèvent une exception. On ne peut pas l'associer à un thread group. Et si vous invoquez la méthode thread group, elle vous donne un nom virtuel, virtual thread, qui est fictif. Et puis, petite subtilité, la méthode getAllStackTraces, qui renvoie une map, elle renvoie uniquement les threads de l'OS et pas tous les threads, incluant les threads virtuels. Sinon, il y en aurait vraiment beaucoup trop. Alors, l'utilisation des threads virtuels va pouvoir améliorer le débit, dans certains cas, des applications. Essentiellement, si les threads font beaucoup d'IO ou font beaucoup d'opérations bloquantes, là, ça va pouvoir améliorer les performances. Mais par contre, si vous avez des tâches qui nécessitent beaucoup de CPU, les threads virtuels ne sont pas forcément les plus intéressants, puisque de toute façon, ils vont rester attachés à leur thread porteur. Il y a aussi quand même deux scénarios à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas jusqu'à Java 20, qui vont limiter un petit peu l'intérêt d'utiliser des threads virtuels. Pourquoi? Parce que dans ces deux cas, le thread virtuel va rester attaché, c'est pinned dans la littérature, à son thread porteur. Il y a deux cas à l'heure d'aujourd'hui, c'est si vous avez du code exécuté par le thread, où il y a un bloc de code synchronize. Essentiellement pourquoi? Parce que à l'heure d'aujourd'hui, synchronize utilise les adresses mémoire et pas les références. Donc là, ils doivent y travailler, ils y travaillent, il y a déjà des choses qui devraient arriver en Java 21. Alors évidemment, pour essayer de limiter ça, si vous avez la possibilité, c'est de remplacer les synchronize par des réentrantes lock. Maintenant, on n'a pas toujours accès au code, parce qu'on utilise des dépendances, et dans ce cas-là, il faut juste être conscient qu'on perd un petit peu l'intérêt des virtual threads, puisque le virtual thread ne va pas libérer le thread porteur qui va rester monopolisé. Et puis, il y a un deuxième cas, c'est si vous utilisez des méthodes natives. Pour nous aider, on a deux possibilités à l'heure d'aujourd'hui pour détecter ces cas qui sont sinon indétectables, en tout cas pas facilement. On a une option de la JVM, JDK pour un trace pinned thread. Il y a deux valeurs, full ou short, qui nous permettent d'aider ça. Ou, si vous connaissez JFR, il y a un nouvel élément JFR qui est émis quand cette situation survient. Donc ça vous permet de détecter au moins ces cas. Deuxième API qui nous est proposé en incubateur, c'est Structure Concurrency, qui là nous propose un nouveau modèle de programmation parallèle et concurrent. Le but, c'est de simplifier en fait la programmation multithread, notamment en permettant de rationaliser la gestion des erreurs et l'annulation. C'est toujours un petit peu compliqué quand on doit le gérer à la main. Là, c'est l'API qui va le faire. Ce qui fait qu'on va pouvoir écrire du code assez simplement, de manière synchrone, ou comme si on l'écrivait de manière synchrone, et c'est l'API qui va se charger de l'exécuter en asynchrone. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et l'exécution de ces traitements vont se faire dans des threads virtuels. Alors vous allez me dire, pour faire ce genre de choses, on a déjà un framework qui s'appelle ForkJoin, qui est là depuis Java 7, mais finalement, ils sont assez complémentaires l'un et l'autre. ForkJoin, c'est plutôt pour, comme il va s'appuyer sur des threads de l'OS, pour des traitements qui consomment beaucoup de CPU. Par contre, je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé, c'est quand même une API qui est assez raide à mettre en œuvre, pas simple d'utiliser ForkJoin. Et puis de l'autre côté, maintenant, on a ce nouveau modèle de concurrence structurée qui nous est proposé, plutôt pour utiliser des tâches qui ne vont pas trop nécessiter de CPU, mais plutôt avoir des opérations bloquantes, parce qu'elles utilisent des threads virtuels. Par contre, on va le voir, c'est très facile à mettre en œuvre par rapport à ForkJoin. Donc ces deux API sont assez complémentaires en fait en fonction du cas d'usage. Alors c'est un projet en incubation, il faut rajouter le module au graph, c'est JDK incubateur concurrente. Et l'idée, c'est encore une fois, c'est d'écrire du code dans un style synchrone, et c'est l'API qui va l'exécuter en asynchrone.
et qui va gérer un certain nombre de choses, d'autant plus qu'on verra qu'il nous propose 2 implémentations filles. Et du coup, on va se retrouver avec du code qui est assez facile à écrire, à lire et surtout à tester. Pour ceux qui ont fait un petit peu de programmation réactive, la programmation réactive c'est sympa, mais les tests c'est un peu compliqué. Et bien là, avec ce modèle-là, on est sur quelque chose où la testabilité est vraiment très 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 simple. Ça c'est entre autres un de ses grands intérêts. La classe principale c'est structure task-scope, pour l'instant de JDK incubateur concurrente. La mise en œuvre va se faire en plusieurs étapes. La première, c'est qu'on définit ici une instance dans un try with resources pour que la méthode close soit invoquée, que ça libère les ressources. On invoque pour chacune des tâches, ici j'en lance 2, la méthode fork, qui va exécuter le traitement passé en paramètres dans un thread virtuel. On va attendre ou demander l'attente de l'exécution de ces différents threads. On peut le faire de 2 manières, soit avec un timeout en utilisant join until ou sans timeout, ce que je ne vous recommande pas, avec la méthode join. Et puis après, en dernière étape, on exploite les résultats qui nous sont retournés sous la forme d'un feature. On voit que le code, il est très, quasiment, on pourrait considérer que c'est du code écrit comme si on le faisait en synchrone. Mais l'exécution va se faire en asynchrone dans les threads virtuels. On a 2 implémentations particulières qui nous sont proposées. Shutdown on failure, qui est une classe imbriquée de structure task-scope, qui propose un modèle invoke all. L'idée, c'est qu'il va exécuter toutes les tâches et il termine toutes les tâches restantes si une des tâches lèche une exception. Donc là, on a automatiquement, en travers de l'utilisation de cette implémentation, le fait de dire, OK, si une des tâches lève une exception, j'arrête toutes les autres tâches dans les threads virtuels qui sont en cours d'exécution. L'exemple est à peine différent, bien sûr. On instancie un shutdown on failure, et ici, on invoque simplement en plus la méthode throw if failed pour être capable de lever là où l'exception qui aurait été interceptée. Et puis on a une deuxième implémentation, Shutdown on Success, qui nous propose un modèle Invoke Any. Là, l'idée, c'est de dire, OK, j'envoie toutes les tâches et je prends la première qui me répond. Pour illustrer ça, ici, j'invoque plusieurs services météo. Et en fait, le résultat qui va nous être obtenu en invoquant la méthode result, c'est simplement la première tâche qui se termine. Et du coup, il va arrêter le traitement des autres tâches lancées. Et puis, on a la possibilité aussi de créer ses propres scopes en héritant de structure task-scope et de pouvoir y intégrer tout de suite du code métier. Ça, c'est plutôt cool. Pour illustrer ça, ici, j'ai une classe composant le plus léger qui hérite de structure task-scope. On a 2 attributs dans lesquels je vais stocker les composants qui me seront retournés et les éventuelles exceptions qui me seront retournées lors de l'invocation des méthodes. On implémente handle complete, basiquement running, normalement ça devrait jamais être invoqué. Success, qui stocke simplement le résultat dans ma collection de composants. Si c'est failed, je stocke l'exception. Et si c'est cancel, je ne fais rien puisque la tâche a été annulée. Et puis ici, j'implémente 2 méthodes à moi. Une qui va me permettre de retourner les exceptions en ajoutant celle imbriquée en suppressed. Et puis j'ai une méthode ici qui va vraiment être ma règle métier, qui va dire, OK, sur tous les composants qui me sont retournés, je cherche le plus léger, c'est celui que je vais retourner. Et du coup, ça devient, comme c'est une structure task-scope, on peut l'utiliser comme précédemment, invoquer les méthodes fork pour invoquer les différents composants, et puis obtenir la réponse et l'exploiter. Dernière API, Scope Value, introduit en Java 20. Historiquement, pour partager des données dans un thread, dans du code exécuté par un thread, on utilise les variables thread locales. Elles ont un certain nombre de risques connus depuis un bon moment, notamment parce que ça stocke des objets mutables, on a des risques de fuite de mémoire, notamment parce que les objets du thread local vont rester associés au thread tant que le thread continue à s'exécuter ou tant que la méthode remove n'a pas été invoquée. Et puis aussi des problématiques de consommation de ressources, notamment quand on crée des threads fils, il y a une copie qui est créée des objets pour que chacun ait sa propre version des objets comme c'est mutable. L'idée de cette API, c'est de tenter de remédier à ces inconvénients-là. Donc l'idée, c'est de stocker et de partager toujours des données liées à un thread, mais avec 2 choses différentes par rapport au thread local. C'est que, 1, c'est des objets immuables, donc on va affecter une valeur et après on ne pourra plus la changer. Et puis, elles vont avoir une durée de vie limitée à la portée du code qu'on souhaite voir exécuter dans le thread sur lequel on a associé là ou les valeurs. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Généralement, comme avec les threads locales, on va créer une instance généralement statique et publique pour pouvoir y accéder facilement.
On a une fabrique pour ça, new instance. On va utiliser une méthode where pour faire l'association avec une valeur. On peut éventuellement la chaîner. Et puis, quand on va vouloir exécuter la tâche qui pourra accéder aux valeurs qu'on aura définies, on peut le faire soit sous la forme d'un runnable avec la méthode run, soit sous la forme d'un callable avec la méthode call. Et puis, dans les traitements, on va avoir deux méthodes à utiliser. La méthode get, qui nous permet d'obtenir la valeur et qui lève une no such element exception si jamais l'association avec la valeur demandée n'est pas faite. Et pour vérifier que cette association est faite, on a une méthode isBound qui nous permet de savoir si effectivement il y a une valeur et donc de l'obtenir de manière fiable et sans exception. Ça fait un petit exemple ici avec un opérateur ternaire. Deux choses intéressantes avec les scope values, on peut réassocier une valeur différente, mais uniquement dans une portée spécifique au traitement sous-jacent qu'on va avoir invoqué. Donc ici dans l'exemple, j'associe valeur à ma variable valeur, j'exécute du code, j'affiche la valeur, et puis ici je vais exécuter un autre traitement, et là je vais associer une autre valeur. Donc ici, si je vais chercher valeur, j'ai autre valeur, ici et là, j'aurai la valeur dans la portée. Donc on a vraiment une gestion de la portée au niveau des scope values, ce qui nous décharge, nous, d'avoir à invoquer une méthode quelconque. C'est automatiquement l'API qui va retirer et, quand elle devra récupérer, prendre la valeur dans la bonne portée. Ça, c'est plutôt cool. Et puis la dernière chose, c'est que si on utilise une structure task, donc des threads virtuels, il va y avoir une copie qui va être faite des valeurs du thread parent vers les threads virtuels. C'est le seul cas avec le scope value où on a ce partage sur des threads potentiellement fist, ça ne marche qu'avec une structure task scope. Donc ici, on déclare des traitements, on définit une valeur, et ici, dans les deux méthodes traitées que je vais invoquer, on pourra récupérer la valeur qui aurait été associée. Dernière chose, alors souvent quand on regarde les nouveautés de Java, on s'intéresse beaucoup au JEP, il y a des choses intéressantes, mais moi je pense que c'est aussi intéressant de regarder les autres évolutions qui nous sont proposées, il y en a toujours, soit dans les API, soit dans les outils, et des choses qu'on regarde à mon goût pas assez, des choses relatives à la performance et à la sécurité. Avant ça, chose intéressante, en Java 19, on a eu un portage sous Linux et architecture RISC-V du JDK. Ce qui est intéressant avec RISC-V, c'est un jeu d'instructions pour CPU qui est libre et gratuit. Alors aujourd'hui, on a assez peu d'appareils grand public qui l'utilisent, mais je pense que ça va vraiment changer dans le futur. Essentiellement pourquoi? Parce qu'il y a de grands acteurs, en tout cas qui s'y intéressent, Apple, la NASA, et puis surtout, on a beaucoup d'acteurs asiatiques, notamment chinois et indiens, qui s'intéressent très fortement à RISC-V pour sa gratuité. Pas de royalties à payer, comme sur des architectures telles AMD ou ARM. Et donc on anticipe, enfin en tout cas le JDK anticipe un petit peu ça. Il y a eu un portage dans OpenJDK sous Linux pour RISC-V. Au niveau des API, j'ai choisi quelques petits trucs. Il y a des évolutions dans ce thread group, je ne vais pas forcément trop m'y attarder, mais il y a eu quelques modifications dans le comportement de certaines méthodes. L'idée, c'est surtout maintenant, avec l'arrivée des threads virtuels, de ne plus utiliser les thread group. Je pense qu'à terme, elles devraient disparaître. Donc on commence petit à petit à modifier le comportement de certaines méthodes, notamment destroy, où c'est ignoré, suspend, résume et stop, qui lève une exception. Donc on a quelques comportements. Quelque chose d'un peu plus anecdotique, sauf si vous êtes concerné par le sujet, les méthodes toString de double et float, la spécification de ces méthodes est un petit peu plus stricte et l'implémentation respecte cette nouvelle spécification, ce qui fait que dans certains cas, j'en ai choisi quelques-uns, le résultat retourné peut être différent. Vous avez 3 exemples ici, alors encore une fois, choisi, ça ne renvoie pas toujours quelque chose de différent, mais il est possible d'avoir dans certains cas des valeurs différentes retournées par toString. On a aussi des choses supplémentaires pour formater les dateurs. Historiquement, on a 3 formats prédéfinis, full, long, medium et short. Là, l'idée, c'est, au travers de Fabric et puis d'une méthode sur le builder, de pouvoir spécifier son propre style qui va tenir compte tout de suite de la locale par défaut. On a une Fabric of localized pattern de datetime formatter et puis on a une méthode append localized sur le date formatter builder. Petit exemple, on définit ici un premier formateur.
on prend la locale par défaut et on affiche le mois et l'année. Ici, septembre 2022. Dans la locale française pour moi, et puis je change la locale, je passe à la locale US. Je suis obligé de reconstruire mon pattern puisqu'il tient compte de la locale par défaut. Donc je réinvoque la fabrique, et puis j'affiche les deux dates, et on a bien septembre 2022 et septembre 2022. Chose intéressante aussi, on a de nouvelles fabriques pour instancier des HMAP et des H7 avec des tailles préallouées. Là, l'intérêt de les utiliser, c'est qu'on va être capable tout de suite de préciser le nombre d'éléments qu'on va vouloir dans ces HMAP et dans ces H7 sans avoir à refaire de resize. Alors vous allez me dire, oui, mais il y avait des constructeurs sur lesquels on pouvait déjà passer un paramètre. Ouais, mais ce paramètre ne donnait pas la taille maximale. Et il pouvait refaire des resize. Donc là, si vous connaissez déjà évidemment la taille, ou en tout cas le nombre d'éléments que vous allez avoir dans vos HMAP et H7, ça peut être intéressant. On a un certain nombre de fabriques qui sont ajoutées pour HMAP, H7, Link HMAP, List H7 et Weak HMAP. Et donc à utiliser maintenant de préférence par rapport à la surcharge des constructeurs qui attendaient un paramètre de type int, surtout si vous avez de grandes collections. Dans les outils, des choses sympas ou un peu moins. En Java 19, on pouvait encore compiler du code source Java 7. Remarquez qu'il nous avertissait quand même que dans un futur plus ou moins proche, ça n'allait plus être possible. Et bien, ce futur, c'est Java 20. Java 20 ne s'est plus compilé que du Java 8 à 20. Alors vous allez me dire comment on fait, ben, vous gardez une ancienne version du JDK. Ah, chose sympa. Souvent, ces deux petites portions de code là sont considérées comme équivalentes. Eh bien, c'est pas vrai. Si on prend un exemple ici avec une variable A de type short et une variable type B de type int et que j'en fais l'addition, si je compile ça, j'ai une erreur de compile. Et là, le compilateur il me dit explicitement, là, il y a un problème, on risque de perdre des valeurs. Forcément, si je mets un int dans un short, on a un risque de perdre des données. Je fais exactement la même chose avec l'opérateur composé, ici plus égal. Ça se compile très bien et ça s'exécute. Par contre, le résultat est un peu bizarre. Alors pourquoi il se passe ça? C'est si on va regarder le bytecode. Alors je ne vous ai pas mis l'intégralité. Hein. Mais on a ici un cast implicite qui est fait par ce mnémonique. Alors pour éviter ce genre de choses, maintenant en Java 20, on a un warning du compilateur. Au niveau de l'affichage dans JCL, il y a quelques petites améliorations pour mettre en avant les éléments dépréciés, les variables et les mots-clés. Bon, rien de révolutionnaire, mais ça facilite un peu la lecture. Au niveau de Javadoc, en Java 19, on peut ajouter ici plusieurs critères et il va nous retrouver que les éléments qui respectent les deux critères. Donc ça, on a des capacités de recherche un petit peu plus améliorées. Concernant la sécurité, on a un renforcement par défaut de la sécurité. Ça, c'est quelque chose qui est amélioré constamment dans les différentes versions de Java. En Java 19, il y a des améliorations sur les performances de TLS, la possibilité dans le Keystore d'accéder aux certificats de la machine locale sous Windows et un support de CBT pour l'authentification sur Kerberos en HTTPS. Et en Java 20, DTLS 1.0 est désactivé. Il y a d'autres choses, hein, je vous ai mis les principales. Et puis il y a des intrinsiques sur... il y a certains algorithmes qui sont dépréciés par défaut. Au niveau de la perf, on a aussi des améliorations. En Java 19, on a une seule option maintenant pour créer l'archive AppCDS, Auto Create Shared Archive. Et en Java 20, on a un certain nombre d'améliorations dans G1, et puis on a de nouveaux intrinsiques pour certains algorithmes, notamment de cryptographie ou de hachage, SHA-20, Poly 1305 et MD5. Conclusion, Java poursuit son évolution, hein, toujours sur le modèle de release de 6 mois. On l'a vu, il propose essentiellement des fonctionnalités, que ce soit 19 ou 20 en preview ou en incubation. Des choses concernant la syntaxe, essentiellement sur des évolutions du pattern matching, sur une utilisation meilleure du matériel moderne, notamment avec les instructions SIMD, avec l'accès à la mémoire off-heap et à l'invocation de fonctionnalités natives. Et puis on a des choses de Loom sur la programmation parallèle et concurrence. On a aussi un certain nombre d'améliorations. Encore une fois, allez voir les release notes. Hein, j'ai dû faire un petit peu, j'ai dû choisir les choses dont je vous ai parlé. Mais il y a toujours des choses relatives à la performance, à la sécurité. Et ça, souvent, moi, j'ai plein de gens qui me demandent, mais quelles sont les raisons de passer à une version supérieure de Java? C'est ça, les deux bonnes raisons.
performance et sécurité. Si les gens, notamment de l'exploit, n'entendent pas, ils n'entendront pas le reste. Mais ça, c'est intéressant. En tout cas, ça s'entend. Bon, on a aussi des évolutions dans les API, dans l'outillage, on a vu quelque chose. Et l'idée, c'est quand même que Java reste pertinent pour aujourd'hui et pour demain. Alors, n'hésitez pas, télécharger, tester la distribution de Java 20. Il y a un certain nombre de fournisseurs qui en proposent. Amazon, c'est encore pas le cas, mais ça devrait arriver. Les principaux autres nous proposent déjà une implémentation. Et l'idée, c'est d'anticiper la prochaine release. Parce que la prochaine release de Java qu'on a dans 5 mois, c'est une version LTS, puisque le rythme de release est passé de 3 à 2 ans. Java 21 sera LTS. Et c'est en septembre prochain. Donc ça peut déjà vous permettre d'anticiper. Et là, on peut espérer quand même qu'on ait plusieurs des fonctionnalités dont on vient de voir, qui pour certaines sont déjà en preview, en incubation depuis quelques temps. Il y en a une qui était à sa cinquième version, et qui pourrait devenir standard. Normalement, les threads virtuels, au moins. Voilà, time. Merci.